Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et oui, on continue d'évoquer l'actualité internationale puisque celle-ci occupe la une de vos journaux ce matin avec la Russie de Vladimir Poutine, une Russie qui est présente au Kazakhstan et qui également fait monter la tension en Ukraine. C'est en tout cas la une du Financial Times. L'OTAN se tient prêt à un conflit en Europe, explique le chef de l'Alliance. Ça, c'est pour la une du Financial Times. Pour la une de la Croix, Vladimir Poutine teste les Occidentaux à Genève. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de Marie Dumoulin. Bonjour. Bonjour. Marie Dumoulin, vous êtes directrice du programme Europe élargie du Conseil européen des relations extérieures, ancienne diplomate. Une série de pourparlers auront lieu cette semaine avec la Russie pour tenter d'éviter une guerre en Ukraine. Pourquoi Vladimir Poutine menace-t-il d'une escalade militaire en Ukraine ? Alors, il y a plusieurs explications possibles. La première est simplement de pousser son avantage et d'exercer une pression afin d'obtenir des concessions des États-Unis notamment, mais aussi de l'OTAN, sur un certain nombre d'objectifs qu'il a d'ailleurs très clairement énoncés. Le non-élargissement de l'OTAN à l'Est, et notamment à l'Ukraine. Le retour sur un certain nombre de déploiements intervenus depuis 1997 et les élargissements précédents de l'OTAN. Donc ça, c'est une première hypothèse, c'est l'idée de faire monter la pression sur le terrain pour obtenir des concessions dans un processus diplomatique assez normal par ailleurs. La deuxième hypothèse, c'est évidemment celle de la préparation à d'éventuelles opérations offensives, avec là différents scénarios qui sont envisageables et différents types d'objectifs également susceptibles d'être recherchés sur le terrain par la Russie. Par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en matière d'opérations militaires ? Comment les choses pourraient-elles se dérouler ? Parce qu'un certain nombre de signes, en tout cas, tendent à montrer, Marie Dumoulin, que c'est une hypothèse plausible. Alors, c'est une hypothèse qui est très sérieusement envisagée, notamment par les Américains. Ce qui est difficile, c'est de comprendre quel serait l'objectif final recherché par les Russes. On les voit mal lancer une invasion de l'ensemble du territoire ukrainien, même si le déploiement de forces qu'ils ont effectué aux frontières de l'Ukraine est très impressionnant. Pourquoi on les voit mal ? Parce que ça aurait un coût militaire, humain, financier, politique considérable, notamment parce que l'armée ukrainienne n'est pas ce qu'elle était en 2014 et se défendrait face à une invasion russe. Et puis ça aurait un coût à l'intérieur aussi, en Russie même. Les Russes ne sont pas favorables à la guerre en général et a fortiori avec un peuple voisin et qu'ils continuent à considérer comme un peuple frère. Et en Ukraine, que se passerait-il à l'intérieur du territoire ? Parce que là aussi, il y a une situation particulière. Il y a un peuple ukrainien qui est une mosaïque avec peut-être des intérêts ou en tout cas des souhaits divergents. Oui, mais avec un soutien à l'indépendance et à la souveraineté de l'Ukraine qui aujourd'hui est très largement partagé sur l'ensemble du territoire ukrainien. Et il y a là peut-être un élément qui pourrait susciter une erreur de calcul de la part des Russes, qui continuent à penser que les populations russes ou russophones seraient heureuses d'une intervention russe parce que s'estiment lésées dans le système ukrainien actuel. Or, aujourd'hui, ces populations sont ukrainiennes comme les populations ukrainophones. Enfin, il n'y a pas de clivage en termes de soutien à la souveraineté de l'État ukrainien. Parce qu'il y a une partie de l'argumentaire de Moscou qui consiste à dire l'Ukraine, alors tout ou partie, est peuplée de Russes et il n'y a pas de raison que l'on puisse s'opposer sinon à la réunion de la Russie et de l'Ukraine, en tout cas le fait qu'il y ait des intérêts communs entre ces deux peuples. Alors, c'est là qu'il y a une divergence d'interprétation entre les deux parties. Enfin, c'est une des nombreuses divergences d'interprétation entre les deux pays. Mais les Russes ont une conception qui est très ethnique, en fait, de l'identité politique, alors que les Ukrainiens sont en train de construire une nation, un peu au sens français du terme, l'adhésion à un projet politique commun.
Et lorsque l'on lit par exemple que Poutine estime aujourd'hui qu'il a tout essayé, la diplomatie, la persuasion pour que ses intérêts soient pris en compte, et donc il conclurait de manière logique, ou en tout cas une logique que l'on peut partager, il conclurait qu'il n'y a plus que la menace finalement qui pourrait aujourd'hui servir ses intérêts. Alors là, je crois qu'il y a aussi une incompréhension majeure entre les pays occidentaux et la Russie. Il y a eu effectivement au fil des années un certain nombre de propositions de la partie russe sur l'architecture de sécurité du continent européen. Aucune de ces propositions n'était réellement acceptable jusqu'à présent par les pays occidentaux. Et il n'y a finalement pas de vrai processus de discussion qui se soit mis en place sur cette base-là. Cela dit, il y avait aussi toute une architecture de traités, notamment limitant les déploiements de forces conventionnelles dans certaines zones, qui petit à petit s'est effritée aussi sous l'effet de la politique russe et notamment de l'annexion de la Crimée. Une série de pourparlers donc vont avoir lieu cette semaine, je l'ai dit, Marie Dumoulin. Qu'est-ce que l'on peut en attendre ? Alors, l'important, c'est d'abord qu'un processus de dialogue s'enclenche. Je crois que... Alors, on a vu ces derniers jours des déclarations assez maximalistes, notamment de la partie russe, qui a annoncé qu'elle n'était pas prête à faire de concessions et que ces propositions étaient globalement à prendre ou à laisser. C'est un type de déclaration qui est assez normal à la veille de discussion pour exercer, là encore, une pression et essayer d'obtenir le maximum de ces discussions. Ce qui va se passer aujourd'hui, c'est une première discussion exploratoire sur les demandes des Russes, ce que les Américains demandent en contrepartie, et essayer de trouver un certain nombre de sujets sur lesquels une discussion plus approfondie pourra avoir lieu dans les semaines à venir. Donc si déjà aujourd'hui s'enclenche ce type de processus avec des discussions de plus long terme sur un certain nombre de sujets sur lesquels on peut trouver des compromis, ça aura peut-être un effet sur le niveau de tension actuel autour de l'Ukraine. Mais alors justement, qu'est-ce que l'on peut imaginer comme point de discussion ? Bon, on voit bien que l'abcès de fixation, en tout cas officiellement, c'est la question donc de l'appartenance de l'Ukraine à l'OTAN. Marie Dumoulin, est-ce que c'est là-dessus que vont se concentrer les négociateurs ? Alors c'est là-dessus que les Russes vont mettre le plus de pression parce que c'est très clairement leur objectif principal dans ces discussions, obtenir que les États-Unis et l'OTAN s'engagent à ne plus effectuer d'élargissement vers l'Est et donc à ne pas intégrer ni l'Ukraine ni la Géorgie. C'est un objectif qui est difficilement acceptable par les Occidentaux en l'état, parce que les Occidentaux considèrent que c'est à l'OTAN de décider qui en fait partie, et parce que les Occidentaux considèrent par ailleurs qu'il fait partie de la souveraineté de chaque État de pouvoir décider d'adhérer ou non à une alliance militaire. Mais au-delà de ça, il peut y avoir un modus vivendi qui est trouvé entre la Russie et l'OTAN dans les zones où ces deux blocs, où l'OTAN et la Russie se font face. Et puis alors, évidemment, l'inquiétude des Occidentaux, si l'on suit par exemple l'expression empruntée par la journaliste Isabelle Lasserre dans le Figaro, c'est le fait que les Occidentaux aujourd'hui sont extrêmement soucieux de ce qu'elle appelle le syndrome de Munich, autrement dit bien le fait d'avoir le déshonneur, et puis après le déshonneur, on sait là aussi comment cela peut se terminer, Marie Dumoulin. Alors là, il y a, je pense, une traduction de la divergence d'analyse qui peut être faite dans les différents pays, notamment européens, des intentions de la Russie. Certains pays considèrent que la Russie est dans une démarche géopolitique et souhaite pousser son avantage pour empêcher tout nouvel élargissement de l'OTAN. D'autres estiment qu'elle est dans une démarche révisionniste qui va beaucoup plus loin et qu'elle cherche à rétablir autant que possible le territoire de l'ex-Union soviétique. Et donc, en fonction de ce qu'on voit comme objectif de la Russie, soit on considère qu'un compromis sera éventuellement possible dans le cadre de ces discussions, soit au contraire, on considère que tout compromis
ne conduirait la Russie qu'à pousser davantage pour ensuite envahir l'Ukraine. Et oui, parce que c'est un peu finalement ce que l'on croit ou ce que l'on pourrait percevoir, non seulement en Ukraine, mais aussi au Kazakhstan. Et là, Marie Dumoulin, il va falloir que vous nous éclairiez sur ce pays que vous connaissez très bien. On a l'impression que finalement, l'un des objectifs de Vladimir Poutine est de recréer l'Union soviétique. Il se passe depuis quelques jours au Kazakhstan une révolte féroce, avec une répression tout aussi féroce, quelque chose de très inattendu dans ce pays qui n'est pas très bien connu en France. Si vous pouviez nous le présenter en quelques mots. Alors, le Kazakhstan, c'est un pays dont d'abord la première chose qu'on doit avoir à l'esprit, c'est que c'est un pays immense. Ça fait 5 fois le territoire de la France. C'est aussi l'un des pays les moins densément peuplés au monde. Il y a 7 habitants par kilomètre carré. C'est un pays qui, sur le papier, est riche. On a un PNB par habitant de l'ordre de 10 000 dollars, ce qui place le Kazakhstan dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires. Et en même temps, c'est un pays avec de très fortes inégalités et des régions dans lesquelles les conditions de vie sont réellement difficiles pour la population. C'est par ailleurs un pays avec un pouvoir autoritaire et un leader qui a été en place depuis 1989, qui aujourd'hui a passé la main de la présidence en tout cas et a désigné un nouveau président, mais qui conserve la réalité du pouvoir et qui était en fait l'une des cibles des manifestations de ces derniers jours. Avec une sorte de hiatus, de divergence de vue entre les deux têtes du pouvoir, entre Nazarbayev, autrement dit le président le numéro 1 supposé, et Tokayev, le numéro 2, avec là aussi des différences d'appréciation par rapport à Moscou. Est-ce que vous pouvez nous les préciser, Marie Dumoulin ? Alors, Nazarbayev, donc, qui a dirigé le pays de 1989 jusqu'à aujourd'hui, a toujours veillé à conserver une bonne relation avec la Russie, tout en ayant une politique étrangère aussi équilibrée que possible et en développant des partenariats avec des pays occidentaux, avec la Chine, avec la Turquie, avec un certain nombre de pays arabes. Donc il a cherché à diversifier autant que possible les soutiens dont il pouvait bénéficier à l'international, tout en gardant une bonne relation avec Moscou, notamment parce qu'il y a une importante communauté russe au Kazakhstan. Et que, on l'a vu en Ukraine, c'est le type d'élément qui peut susciter un intérêt particulier de Moscou pour votre pays. Oui, alors donc ça c'est très important d'insister là-dessus, Marie Dumoulin, parce qu'on évoquait la question du peuplement. Il y a des russophones en Ukraine, il y a des Russes au Kazakhstan. Tout à fait. Il y a des Russes au Kazakhstan. Ils étaient même, au moment de l'indépendance du Kazakhstan, à peu près aussi nombreux que les Kazakhs. Ils représentent aujourd'hui encore 20% à peu près de la population et ils sont surtout très concentrés dans certaines régions, à la fois aux frontières de la Russie et puis dans la région d'Almaty. Alors donc ça n'est pas du tout indifférent, mais dans le même temps, et c'est cela qui laisse penser qu'il a pu y avoir un hiatus entre Nazarbayev, donc le numéro 1 kazakh, et Moscou, Nazarbayev a plutôt pris fait et cause pour Kiev, autrement dit pour le pouvoir ukrainien, lors des tensions entre l'Ukraine et Moscou. Oui, alors je serais plus nuancée. Le pouvoir kazakhstanais n'a pas pris position en faveur de la Russie. Il n'a notamment pas reconnu l'annexion de la Crimée, pour des raisons très compréhensibles, parce qu'il se sentait aussi directement concerné par cette annexion. Mais le Kazakhstan n'a pas non plus ouvertement soutenu l'Ukraine. Et puis, je l'ai dit, la révolte qui a débuté l'an dernier, en 2021, en toute fin de l'année, Marie Dumoulin, est une révolte qui a surpris les observateurs par sa violence, par le fait que les insurgés étaient armés, avec une véritable interrogation pour savoir finalement d'où viennent ces armes. Qu'est-ce qui a servi de déclencheur à cette révolte? Votre opinion, votre regard là-dessus? Alors, l'élément déclencheur, il est assez anecdotique finalement. Il s'agit de la fin des subventions sur le GPL, un carburant qui est très utilisé dans les régions de l'ouest du pays, qui sont aussi des régions traditionnellement
protestataires parce que c'est les régions les plus riches sur le papier, ce sont les régions pétrolières, mais parce que ce sont aussi des régions dans lesquelles les conditions de vie de la population sont particulièrement difficiles. Donc c'est une région où il y avait eu historiquement beaucoup de mouvements sociaux. On pense notamment à la grève qui avait eu lieu en 2011 à Janaeusen, qui avait été réprimée de manière très brutale. Ça avait occasionné 16 morts. Et cette répression avait eu lieu le jour du 20e anniversaire de l'indépendance du pays, ce qui avait évidemment considérablement marqué les esprits dans cette région, mais aussi dans l'ensemble du pays. Donc on a ces manifestations qui commencent à Janaeusen et dans l'ouest du pays sur les prix du GPL. Qui plus largement soulève la question de la répartition des richesses dans le pays et de la gouvernance économique et sociale de ce pays, et qui très rapidement s'étendent à l'ensemble du territoire du Kazakhstan, ce qui est assez nouveau, ça ne s'était jamais produit jusque-là. Et alors il faut bien voir que c'est un mouvement qui est très hétérogène. On a d'un côté donc ces manifestants qui ont des revendications économiques et sociales, auxquels se joignent un certain nombre de groupes avec des mots d'ordre politiques pour des réformes, et surtout un mot d'ordre qui vise spécifiquement l'ancien président Nazarbayev, considéré comme étant toujours au pouvoir et dont beaucoup souhaitent qu'il passe la main pour de vrai. S'ajoute à ça, au fur et à mesure des manifestations, des catégories de la population plus défavorisées, et notamment à Almaty, des populations qui viennent de la périphérie de cette ville et qui sont particulièrement là aussi défavorisées, et qui voient aussi le décalage entre le niveau de vie de l'élite qui vit à Almaty et son propre niveau de vie. Donc ça, c'est le cœur des manifestations au départ. Et puis à partir du 4 février, du 4 janvier, on voit apparaître à Almaty des groupes beaucoup plus violents, dont certains sont effectivement armés et qui vont prendre d'assaut de manière très ciblée des bâtiments administratifs, l'aéroport, des chaînes de télévision, etc. Par qui ? Armés par qui ? Alors, c'est là que c'est difficile de savoir d'où venaient les armes. Il faut bien voir que toutes les communications ont été coupées avec le Kazakhstan depuis plusieurs jours, que par ailleurs, c'est un pays particulièrement opaque, et que donc, ce type d'épisode donne tout de suite lieu à des théories du complot. Donc, certains ont dit que c'est les services de sécurité qui les ont armés. Rien ne le confirme jusqu'à présent. On en reparle dans quelques instants. Marie Dumoulin, je rappelle que vous êtes directrice du programme Europe élargie du Conseil européen des relations extérieures. Vous serez rejointe par l'historien Stéphane Courtois. Il est co-auteur de l'histoire du Parti communiste français qui est publié aux Presses universitaires de France. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un excellent réveil. Nous sommes en compagnie de Marie Dumoulin, qui est directrice du programme Europe élargie du Conseil européen des relations extérieures, ancienne diplomate. On a évoqué la situation au Kazakhstan et en Ukraine, une situation qui laisse augurer que la stratégie de Vladimir Poutine est de pousser ses feux et de recréer, pourquoi pas, une Union soviétique, ou en tout cas une sphère d'influence forte, avec des tensions de plus en plus vives entre Vladimir Poutine et les Occidentaux. Et pour évoquer justement l'œil de Moscou, le rôle de Moscou, nous accueillons le grand historien Stéphane Courtois. Bonjour Stéphane Courtois. On vous doit un grand nombre de livres. Parmi ceux qui ont fait date, je pourrais citer par exemple le livre noir du communisme que vous avez écrit en collaboration avec Nicolas Werth. Et puis vous venez de publier en collaboration avec Marc Lazare une histoire du Parti communiste français. Justement, avant d'évoquer ce qui se passe à l'Est et à Moscou, peut-être votre regard, puisqu'on vient d'entendre le biais politique de Frédéric Seyss, il portait sur la droite, cette fois-ci sur la gauche. Vous qui êtes un historien attentif de l'histoire de la gauche française, quelques mots à ce sujet. Ben oui, cette gauche française, à l'approche de l'élection présidentielle, elle a l'air explosée façon puzzle, comme disaient les autres. Et le problème, c'est que ça n'est pas nouveau. Revenons ne serait-ce qu'à 2002. Combien de candidats de gauche en 2002 ? Quand je dis de gauche, de l'ensemble de la gauche,
4 candidats d'extrême gauche, un candidat communiste, un candidat socialiste, M. Jospin, un dissident, entre guillemets, M. Chevènement, Mme Taubira. Bon, donc on s'étonne aujourd'hui de l'éparpillement de ces candidats, mais finalement, la gauche était déjà très fracturée à l'époque. Le problème, c'est qu'à l'époque, il y avait encore un parti socialiste assez puissant. Aujourd'hui, alors on a un parti communiste réduit à très peu de choses, mais le Parti socialiste lui-même est en très mauvaise position. Hein, et donc voilà, il n'y a plus d'axe. Il n'y a plus aucun axe à gauche qui soit susceptible de réunir, de regrouper au dernier moment un certain nombre de forces. Hein, et ça, on ne voit pas très bien comment ça pourrait se réparer pour l'instant, parce qu'il faut bien dire que le Parti socialiste s'est lui-même, d'une certaine manière, tiré une balle dans le pied il y a déjà une quinzaine d'années, quand le fameux rapport de Terra Nova a expliqué que Terra Nova, le think tank du PS, a expliqué qu'on n'avait plus aucun intérêt à s'occuper des classes populaires. Alors évidemment, d'autres s'en sont occupés. Hein, et donc voilà, c'est toute la question. Il y a un véritable problème d'idéologie maintenant à gauche. Hein. Je ne parle pas de M. Poutou et de Mme Artaud, qui, eux, ont un logiciel bien connu. Mais pour ce qui est du parti qui devrait être le parti fondamental de la gauche, le PS, là, il y a vraiment il y a une perdition idéologique totale. Et quant au programme, n'en parlons pas. Donc voilà, c'est malheureusement la situation actuelle. Hein. Je ne vois pas très bien comment elle peut se redresser pour l'instant. On va quitter la France pour l'actualité internationale, puisque c'est elle qui occupe aujourd'hui la une de nombreux journaux. On évoquait avec vous, Marie Dumoulin, la situation à la fois en Ukraine, avec des tensions très fortes autour de l'appartenance de l'Ukraine à l'OTAN et une riposte possible, plausible, des Russes et donc de Vladimir Poutine. On évoquait ensuite le Kazakhstan avec, je l'ai dit, une révolte qui a surpris par son ampleur, par le fait qu'elle était le fait d'hommes armés, et puis une nature géminée du pouvoir en Kazakhstan avec un ancien président censé être le numéro 1, Nursultan Nazarbayev, et un Premier ministre Tokayev. De plus en plus, on perçoit, c'était en tout cas l'analyse du New York Times, un hiatus entre les deux. S'agit-il, assiste-t-on à finalement un bras de fer entre un homme qui voulait prendre ses distances par rapport à Moscou, Nazarbayev, et un autre qui, lui, souhaiterait se rapprocher de Vladimir Poutine, voire qui s'en serait devenu l'homme lige. Je parle bien entendu de Tokayev. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça, et pour comprendre la situation actuelle, il faut remonter à 2019, le moment où Nazarbayev passe la main en tant que président et fait élire Tokayev à la présidence du Kazakhstan. Mais ça, après une révision constitutionnelle qui lui donne le titre de père de la nation et qui le place à la tête du Conseil de sécurité avec des compétences élargies pour ce Conseil de sécurité, ce qui fait que depuis 2019, Nazarbayev n'est plus formellement le président du Kazakhstan, mais continue à exercer un pouvoir, à exercer la réalité du pouvoir. Ce qu'on voit ces jours-ci, à la faveur de ces protestations, alors il reste à savoir si les protestations sont un prétexte ou s'il y a eu une part de manipulation dans les mouvements. Ça, ce sera extrêmement difficile de faire la part des choses dans un système qui, encore une fois, est extrêmement opaque. Ce qu'on voit donc se jouer ces jours-ci, c'est la prise en main par Tokayev de la réalité du pouvoir. La question qu'on peut se poser ensuite, c'est de savoir s'il le fait contre Nazarbayev ou s'il le fait contre d'autres adversaires, et si l'enjeu réel de ce qui est en train de se passer n'est pas plutôt la succession de Nazarbayev, qui a 81 ans, dont un certain nombre de rumeurs disent que son état de santé n'est pas idéal. Et donc voilà, Tokayev peut être en train d'essayer de prendre la main sur la politique au Kazakhstan, et pour ça, il a recherché l'appui de Moscou. Je ne pense pas que ce soit un projet politique de sa part de placer le Kazakhstan sous la dépendance de la Russie, mais je pense qu'à l'intérieur et vis-à-vis de ses adversaires, il a besoin de l'appui de Moscou pour s'imposer. Votre point de vue, Stéphane Courtois?
Oui, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est quasiment jour pour jour 30 ans après l'effondrement de l'URSS et que l'onde de choc continue, si je puis dire. L'onde de choc continue à l'est, Kazakhstan, à l'ouest, Ukraine, au sud, Géorgie. Donc c'est tout à fait étonnant de voir cette onde de choc. Mais cela dit, il faut quand même rappeler cette fameuse phrase de Vladimir Poutine il y a déjà au moins 20 ans. Hein, l'effondrement de l'URSS a été la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Donc à partir de ce moment-là, ça donne une idée de sa vision. Hein. Mais alors justement, quelle est cette vision, Stéphane Courtois? Parce que, je l'ai dit, vous êtes un grand historien de ce qu'a été, de ce qu'est le communisme. Est-ce qu'on peut considérer, par exemple, que Vladimir Poutine, finalement, a camoufler une idéologie en volonté de pouvoir, finalement un phénomène assez classique chez les dirigeants, et notamment les dirigeants soviétiques? Alors, il faut quand même revenir à son itinéraire. Poutine n'est pas un homme du parti. Hein. Souvenons-nous qu'en URSS, vous aviez le parti, vous aviez l'armée rouge, vous aviez le KGB. Il n'est pas un homme du parti, ce n'est pas un idéologue, c'est un homme du KGB, c'est-à-dire un homme vraiment des méthodes de pouvoir, manipulation, violence, terreur, etc. Hein, et donc, comment se maintenir ou maintenir le pouvoir. Hein, et donc ça, je crois que c'est fondamental chez lui, et c'est ce qu'il met en œuvre. C'est ce qu'il met en œuvre, et d'une manière très intelligente, il faut bien dire. C'est assez surprenant de voir comment cet homme, qui était un petit colonel du KGB, a été propulsé par des généraux du KGB pour contrôler Eltsine, etc. Et puis finalement, bon, il s'est révélé être un fin stratège, un fin tacticien, hein, et avec des méthodes qui, pour un spécialiste du communisme, sont exactement les mêmes que celles qu'utilisait Staline. C'est-à-dire et d'autres, avec évidemment, heureusement, un peu moins d'intensité, parce que sinon nous serions en guerre tous les matins. Hein. C'est-à-dire la pression constante. Hein, la pression constante, on place l'adversaire dans une situation d'infériorité en lui imposant des conditions. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec l'Ukraine. Bon, hein, Poutine dit, voilà, vous nous menacez, nous exigeons que l'Ukraine ne fasse pas ceci, ne fasse pas cela. Mais après tout, l'Ukraine est un État indépendant. Alors ça, c'est quelque chose que Poutine ne supporte pas. Bon, c'est tout à fait clair. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même s'il il ne développe pas du tout une idéologie communiste, bien entendu, hein, mais par contre, il a bien compris l'importance de l'idéologie. Donc, il est en train de reconstruire tout un récit national à sa main, je dirais. Hein, c'est-à-dire qu'il en a évacué. Hein, au cœur, il y a la Grande Guerre patriotique, comme disent les Russes, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale. N'oublions pas que la Deuxième Guerre mondiale, pour les Russes, c'est seulement du 22 juin 1941 et pas du 1er septembre 1939. Hein, et donc, la Deuxième Guerre mondiale au centre, avec la Grande Guerre patriotique, l'héroïsme, etc. Et puis, on évacue tout le reste. Et donc, la dissolution ou l'interdiction de l'association mémoriale, quasiment... Qu'est-ce que l'association mémoriale? Il faut nous expliquer. L'association mémoriale, en deux mots, c'est une association qui a été créée au moment de la perestroïka, mais pas par Gorbatchev, par Sakharov, par les dissidents, et qui a commencé un gigantesque travail d'histoire, hein, et en particulier d'histoire de la répression de la période stalinienne. Hein. C'est-à-dire qu'en réalité, cet immense tabou de la société soviétique qui était « on ne parle pas de la terreur », eh bien d'un seul coup, on en parle, et puis on en parle de manière très concrète. On va chercher les victimes, les descendants des victimes, on essaie de retrouver les fosses communes, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Le travail que fait Mémorial sur les fosses communes, hein, où on retrouve des fosses communes avec 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 corps, etc. Bon, tout à fait stupéfiant. Hein. Et donc ça, clairement, Poutine a décidé que c'était interdit. Pourquoi ? Mais parce que ça renvoie à une image justement de cette URSS que nous avions rappelé dans le livre noir du communisme, c'est-à-dire la dimension criminelle, intrinsèquement criminelle, il faut bien dire, du système, et dont lui-même était un des principaux acteurs. Quand on est au KGB, on est là pour appliquer la terreur de manière plus ou moins intense, bien entendu, mais on est là pour imposer le système par la force. Ça, c'est quand même fondamental. Mais est-ce que ça veut dire, Stéphane Courtois, que Poutine assume l'héritage stalinien qui se situe avant le rapport Khrouchtchev? Oui, tout à fait. Poutine fait tout le travail, c'est-à-dire
d'un côté, il réinstalle un récit national, entre guillemets, russe. Hein, on réhabilite l'Église orthodoxe, on réhabilite les tsars, on met au cœur la Grande Guerre patriotique, on évacue toute la dimension de terreur de l'époque léniniste et stalinienne, hein, bon, et même ensuite brejnevienne. Bon. Et puis on empêche les gens qui voudraient faire ce travail d'histoire et de mémoire de le faire. C'est à peu près comme si en France, aujourd'hui, le gouvernement disait « Ah ben non, monsieur Klarsfeld et les historiens de la Shoah n'ont plus le droit de parler de ça. » Bon, voilà, c'est aussi simple que ça, hein, mais c'est intelligent. Il essaie de recréer une idéologie russe, une grandeur russe, etc. Il faut bien trouver... Imaginez qu'est-ce qu'un jeune russe de 20 ans aujourd'hui, comment peut-il voir l'histoire de son pays ? C'est quand même assez terrible. 74 ans de terreur, d'enfermement, de totalitarisme. Bon, donc voilà, c'est ça le problème. Il faut arriver à reconstruire une identité russe, qui n'est plus soviétique, mais qui quand même conserve la grandeur soviétique. Et de ce point de vue-là, il réhabilite Staline très régulièrement. Hein, il l'a quand même qualifié de grand manager. Staline, le grand manager, et ce qui est vrai. C'était un manager avec des méthodes, lorsque certains de ses administrés lui déplaisaient, qui pouvaient être expéditives, proches du harcèlement. Je vous l'accorde, mais en même temps, quand vous regardez effectivement ce qu'a fait Staline, c'est-à-dire Staline, toute cette terreur, etc., a quand même consisté à créer une grande armée moderne, mécanisée, pendant toutes les années 30. Et s'il n'avait pas fait ça, effectivement, il aurait perdu la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, il ne faut pas croire... quelques années, j'avais fait un peu scandale à l'Académie des sciences morales et politiques. On m'avait demandé une conférence sur Staline. J'avais commencé en disant Staline, le plus grand homme politique du XXe siècle. Alors, il y a eu un léger silence. Bon, ce n'est pas le plus grand démocrate, mais c'était incontestablement, enfin, à mes yeux, et quand j'ai vu tout ce que j'ai vu comme archive à Moscou, l'homme politique au XXe siècle qui a le mieux mis en adéquation ses moyens avec ses objectifs. Ça, je crois qu'on ne peut pas le nier. Marie Dumoulin, il y a là aussi, suite à ce qui s'est déroulé au Kazakhstan, il y a eu un témoignage de satisfaction de Pékin, ce qui a trait probablement à l'histoire, mais aussi à la géographie. Il faut peut-être reparler de la géographie kazakh et montre qu'il pourrait exister à nouveau une certaine forme d'international des pays anciennement communistes avec la Chine aujourd'hui. Oui, alors effectivement, il faut prendre en compte la géographie. Le Kazakhstan est non seulement le pays qui a la plus longue frontière terrestre avec la Russie, mais il a aussi une très importante frontière terrestre avec la Chine et avec là aussi des minorités qui sont présentes des deux côtés de la frontière. Il y a par ailleurs un vrai partenariat qui s'était mis en place entre la Chine et le Kazakhstan. La Chine est très présente économiquement, s'approvisionne en gaz au Kazakhstan. Et donc, il y a un enjeu stratégique pour la Chine dans ce qui est en train de se passer au Kazakhstan. La Chine n'est pas intervenue, c'est vraiment la Russie que Tokayev a appelé à intervenir, mais finalement, cette manière de gérer les mouvements sociaux convient assez bien à Pékin. Et donc, il y a eu effectivement ce satisfecit de la Chine sur la manière dont tout ça se déroulait. Stéphane Courtois, vous qui avez étudié le communisme, l'histoire du communisme, le fait de retrouver finalement la Chine et la Russie comme étant aujourd'hui, je dirais, les deux alternatives au monde occidental, qu'est-ce que ça vous inspire ? Oh, mais c'est très inspirant, pour une raison simple, c'est qu'effectivement, on peut analyser toute cette histoire d'un point de vue géopolitique, on peut aussi l'analyser d'un point de vue politico-idéologique, et il n'y a pas de doute que déjà dans la pensée de Lénine, et encore plus sous Staline, s'est mis en place ce que la grande historienne française Annie Kriegel avait nommé un système communiste mondial. Hein, un système extrêmement intégré, avec au cœur l'URSS, qui était la matrice et le moteur de tout le système, et puis un dispositif de partis dans le monde entier. Il faut rappeler qu'à une époque, il y avait plus de 80 partis communistes qui étaient organisés au sein de l'internationale communiste, puis ensuite au sein de conférences internationales, etc. Donc ces partis, ensuite les partis-États, c'est-à-dire les partis communistes qui s'étaient emparés
du pouvoir dans un certain nombre de pays, bien sûr avec l'aide de l'armée rouge, que ce soit en Europe de l'Est ou en Chine, parce qu'il ne faut jamais oublier l'énorme soutien militaire des soviétiques aux Chinois dans les années, depuis les années 30 déjà, jusqu'à la prise du pouvoir en 49. Donc voilà. Et puis ensuite, tout un système d'alliances sur des bases idéologiques, que ce soit l'alliance sur le thème de la paix, par exemple, sur le thème de la classe ouvrière. Le Parti communiste français est tout à fait typique de son intégration dans ce dispositif, et puis avec un contrôle extrêmement étroit. Il faut par exemple rappeler que le Parti communiste français, depuis 1934-35, disposait de postes émetteurs-récepteurs qui faisaient qu'il recevait les ordres en direct. Et Maurice Thorez, on a trouvé ça dans les archives. Il faut rappeler aux plus jeunes, Stéphane Courtois, oui, il faut rappeler aux plus jeunes, bien sûr. Maurice Thorez. Oui, vous avez raison. Maurice Thorez, qui a été le grand chef du Parti communiste français de 1930-31 jusqu'à sa mort en 1964. Et c'était tout à fait extraordinaire de tomber à Moscou sur le sténogramme des rencontres entre Thorez et Staline. En novembre 1944, Thorez, qui était absent de France pendant toute cette période, il n'était pas en France pendant la guerre, il s'était réfugié en URSS, est reçu par Staline au moment où il va rentrer en France, et Staline lui explique directement ce qu'il a à faire. C'est tout à fait... et ce qu'il a à faire, c'est très clair, c'est... camarade Thorez, vous n'êtes pas assez fort pour frapper le gouvernement du général de Gaulle, donc vous allez cacher les armes, et vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de détruire politiquement le général de Gaulle. Quand vous l'aurez fait, vous recevrez d'autres directives. Donc, vous voyez, il ne faut pas imaginer que ce système communiste mondial était quelque chose de flou et d'éthéré. C'était quelque chose d'extrêmement précis. Le KGB joue un rôle important, évidemment, dans le contrôle de tout ça, y compris par l'argent. Et évidemment, vous avez tout à fait raison, les relations entre Chinois et Russes, entre guillemets, ex-soviétiques, ce sont des relations très anciennes, qui remontent au moins aux années 30. Et alors, dans l'héritage stalinien, il y a quelque chose qui compte aussi, Marie Dumoulin, c'est le culte de la personnalité. Nazarbayev, par exemple, le président actuel du Kazakhstan, est allé très très loin, puisqu'il a décidé d'utiliser son prénom pour nommer la capitale, ce qui est quelque chose d'inédit à ma connaissance. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe d'ailleurs. Alors, c'est pas lui qui l'a décidé, c'est son successeur, Tokayev, qui au moment Et il était d'accord. Au moment où Nazarbayev lui a transmis le pouvoir, Tokayev, en signe d'allégeance, a décidé de rebaptiser la capitale du prénom de Nazarbayev. Donc la capitale s'appelle désormais Nour-Sultan. Et à Nour-Sultan, lorsqu'on atterrit à l'aéroport, on atterrit à l'aéroport Nazarbayev. On peut aller enseigner à l'université Nazarbayev. Ça reste une histoire de famille. Ça reste une histoire de famille, tout à fait. Stéphane Courtois. Rappelez-vous, Leningrad, Stalingrad, etc. Bon, les soviétiques avaient inauguré cette manie Mais Moscou est resté intact. Moscou, oui. Mais il y a même eu, justement dans le Donetsk, parce que dans le Donetsk, il y avait des mines de charbon, il y a même eu une petite ville qui s'appelle Thorez, parce que Maurice Thorez était originaire du Nord et des mines du Nord. Donc voilà, tout ça était quand même un dispositif extrêmement cohérent et solide. Mais alors, a-t-on affaire, Marie Dumoulin, à quelque chose qui peut ressembler à des vestiges idéologiques, ou le Kazakhstan, ce type de régime, doit-il s'analyser tout simplement comme une dictature d'ailleurs particulièrement féroce, probablement plus féroce que la Biélorussie ? Alors, il y a une part d'héritage des modes de gouvernement soviétiques dans la place des services, dans le culte de la personnalité, etc. Il y a aussi une part d'héritage tout simplement dans le personnel politique. Nazarbayev était le premier secrétaire du parti de 1989 jusqu'au moment où il est élu président du Kazakhstan à l'indépendance. L'actuel président Tokayev était un diplomate soviétique qui ensuite est devenu un diplomate kazakhstanais. Donc il y a une continuité du personnel, il y a une continuité nécessairement des modes de gouvernement, mais il n'y a pas que ça. Alors ensuite, sur la nature du pouvoir au Kazakhstan, on a affaire à une forme d'autoritarisme patrimonial, puisque c'est un des grands enjeux aussi de ce qui est en train de se jouer, c'est la répartition de la rente pétrolière notamment, mais pas seulement. Et Nazarbayev et son entourage se sont considérablement enrichis par l'exercice du pouvoir.
Alors ensuite, je ne dirais pas forcément que c'est un pouvoir plus brutal que celui de la Biélorussie. Il n'y a jamais eu de grande vague de répression comme il y a pu y en avoir à chaque élection en Biélorussie. Il y avait simplement un système de gouvernement qui permettait d'éliminer toutes les voix dissidentes, de mettre de côté toute alternative politique, et puis de remporter les élections avec 98% des suffrages à intervalles réguliers. Stéphane Courtois. Oui, donc, quand on entend ça, c'est typique des élections soviétiques. Hein, effectivement, avec l'élimination de toute alternative politique. Ah, c'est ça l'astuce. Bon, à un moment donné, on n'a même plus besoin de pratiquer la terreur. On a éliminé les opposants les plus fermes. Et donc, on n'a plus d'opposants. Mais alors, justement, là aussi, si on replace ce phénomène dans la longue durée, est-ce que vous diriez, Stéphane Courtois, que finalement le fascisme, c'est le stade auquel on aboutit lorsque le communisme a échoué et finalement on a affaire à des régimes fascistoïdes en essayant de raffiner, ou bien a-t-on affaire aujourd'hui à des usurpateurs qui reprennent l'héritage communiste en faisant tout autre chose? Moi, je placerais ça un peu sur un autre plan. Le système soviétique tel qu'il a été créé par Lénine, et c'était le logiciel de Lénine, c'était vraiment le premier régime totalitaire. Et quand je dis totalitaire, ça n'est pas pour stigmatiser, c'est parce que ça correspond à des caractéristiques extrêmement précises d'un type de régime politique, c'est-à-dire, pour le simplifier très vite, le régime des trois monopoles, le monopole politique du parti unique avec un leader charismatique, etc. Le monopole idéologique, c'est-à-dire, il faut quand même rappeler que dans ces régimes, en URSS, tout était sous la censure préalable. Hein, c'est-à-dire que donc et ça concernait toute la culture, l'enseignement, etc. Et puis en URSS, un troisième dispositif beaucoup plus puissant qui était le monopole de tous les moyens de production et de distribution des biens matériels. Donc ça, vous contrôlez entièrement une population à partir du moment où le parti contrôle tous les biens. Hein, le charbon, à manger, etc. C'est puissant. Et puis, pour ceux qui n'ont pas encore bien compris, la terreur. Et la terreur de masse, pas une petite terreur, la terreur de masse comme moyen de gouvernement. Donc ça, c'est important. Et par contre, il faut bien distinguer ça, je crois, des régimes autoritaires. Hein, c'est très différent. Donc, on est sorti d'un régime totalitaire qui était l'URSS, en comprenant bien que le totalitarisme peut avoir des intensités diverses. Ça peut être de très grande intensité sous Staline, par exemple, et puis d'une intensité relativement mollassonne sous Brejnev, par exemple, ou même sous Khrouchtchev. Hein. On a la même chose en Chine, d'ailleurs. Bon, il y a eu un totalitarisme vraiment terrifiant sous Mao, et puis ensuite, sous Deng Xiaoping, ce qui n'a pas empêché Deng Xiaoping de faire le massacre de la place Tiananmen. Donc, mais cela dit, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'en sortie de totalitarisme, on pouvait arriver dans des régimes autoritaires. Bon, le problème, c'est juste, là aussi, problème d'intensité. Est-ce qu'on est dans un régime autoritaire de très forte intensité? Le régime de Napoléon III était un régime autoritaire. Mais quand on va écouter la vie parisienne d'Offenbach, on s'aperçoit que ça n'était pas très violent. Hein. Par contre, là, on a des choses beaucoup plus violentes. Merci à tous les deux. Stéphane Courtois, je rappelle votre histoire du Parti communiste français que vous co-signez avec Marc Lazare. C'est aux Presses universitaires de France. Merci Marie Dumoulin, directrice du programme Europe élargie du Conseil européen des relations extérieures.